Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les félicitations du président du Monténégro, président de la République, Abdülmecit Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel. Pas moins de 6 tonnes de médicaments ont été envoyés à Tamanrasset pour renforcer la prise en charge des derniers cas recensés de diphtérie et de paludisme. Une cargaison qui sera répartie sur l'ensemble des établissements de santé de la région. Des dizaines de nouveaux raids ont été menés ce matin au Liban par l'armée sioniste, 2 jours après avoir tué le chef du mouvement de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en bombardant la banlieue sud de Beyrouth. Une aide alimentaire à 1 million de personnes a été lancée. Tombé de rideau ce dimanche sur les 19e rencontres cinématographiques de Bjaya, le film de Moussa Haddad Boualem Zid El Goudem était à l'affiche du programme de l'avant-dernier jour de ces rencontres. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec les félicitations du président du Monténégro, Jakov Milatovic, au président de la République, Abdülmecit Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel. Le président du Monténégro a assuré le président de la République que les relations d'amitié et de coopération qui lient et les liens historiques entre les deux pays constituent une base solide sur laquelle ils poursuivront l'édification et le développement de leurs relations. Ils continueront à renforcer la coopération globale à l'avenir au mieux des intérêts mutuels des deux peuples. L'Algérie fait taire la rumeur et annonce avoir tourné définitivement la page sur son adhésion au BRICS, même si elle est membre de la banque de ce groupe. Quelles sont les raisons qui ont poussé l'Algérie à tourner le dos à ce conglomérat? Les explications de Adel Brahms. Pour les autorités algériennes, le dossier de l'adhésion au BRICS est clos. Mieux encore, l'Algérie a définitivement tourné la page, même si elle est membre de la Banque des BRICS. Les raisons qui ont poussé l'Algérie à tourner le dos à ce conglomérat sont à la fois simples et logiques. Quand, durant l'été 2023, le sommet de Johannesburg s'est conclu par l'adhésion de 6 nouveaux membres, aucun argument plausible n'a été avancé pour justifier l'élimination de l'Algérie, dont le dossier a été retiré à la dernière minute, à la surprise générale, démontrant ainsi une incohérence flagrante tant sur le fond que sur la forme. Censé remettre en question un ordre mondial établi, représenté par le FMI et la Banque mondiale, cette organisation devrait agir avec une approche plus inclusive. Or, elle adopte une logique de sélection absurde, limitant aussi bien son impact que sa portée. Au lieu de ratisser large et d'apporter des solutions globales, elle se contente d'une démarche restrictive. Cette contradiction n'affaiblit-elle pas sa crédibilité? Comment en effet ne pas douter de ses véritables intentions quand on sait que l'Algérie est de très loin mieux lotie que plusieurs pays admis à l'organisation lors de ce fameux sommet? Pays sans dette extérieure, possédant la plus grande superficie d'Afrique, regorgeant d'importantes ressources minérales et énergétiques, l'Algérie est dotée d'infrastructures enviables par tout le continent. Plus surprenant encore, le FMI et la Banque mondiale, généralement avares en compliments, ont publiquement salué les performances économiques de l'Algérie, allant jusqu'à les ériger en modèle de réussite. Pourtant, ironie du sort, ce sont les BRICS, ces champions autoproclamés de l'alternative économique mondiale, qui ont choisi d'ignorer une telle prouesse. Mais cette cécité n'a rien de mystérieux, c'est même un secret de polichinelle. La vérité est qu'un pays membre des BRICS obéissant à des intérêts mesquins bien loin de la rigueur économique a mis son veto avec une insistance presque théâtrale, empêchant ainsi l'adhésion de l'Algérie. Et pour couronner le tout, ce pays agit non pas par conviction, mais sous les ordres d'un modeste émirat du Golfe qui orchestre en coulisses une pression aussi sournoise que stratégique sur le reste des membres, veillant à ce que l'Algérie soit éliminée. Comme quoi, dans les coulisses des BRICS, la géopolitique prend des allures de comédie bien huilée. Reste-t-il encore une raison pour répondre à l'appel du pied des BRICS? Les nouveaux membres des BRICS, comme les Émirats arabes unis et l'Égypte, sont très proches des États-Unis, alors que l'objectif de la création des BRICS était de sortir de l'hégémonie des États-Unis et de certaines institutions internationales. Dans ce cas, à quoi bon d'adhérer aux BRICS, qui devaient,
militer pour un monde multipolaire. En revanche, l'Algérie est membre de la Banque des BRICS. Le cas de l'Algérie, dont l'exclusion résulte moins de critères économiques que de manœuvres politiques, est un exemple frappant. Alors que le FMI et la Banque mondiale ne cessent de vanter sa performance et sa résilience face aux crises globales, cette exclusion souligne la fragilité des engagements des BRICS à l'égard des économies émergentes. L'Algérie, avec ses réserves énergétiques stratégiques, sa stabilité financière et ses réformes internes audacieuses, aurait dû naturellement figurer parmi les nouveaux membres. Cette incohérence révélera sans doute à terme les limites d'un bloc qui prétend remodeler l'ordre économique mondial, mais qui en réalité est lui-même prisonnier de ses propres calculs. Au-delà des slogans, l'intégration dans les BRICS repose sur des logiques bien éloignées de la seule excellence économique. L'Algérie, qui a de tout temps plaidé en faveur de la multipolarité dans les relations internationales et le rétablissement de la coopération multilatérale, continuera à défendre ses choix avec ses alliés des BRICS dans d'autres cadres, comme le Conseil de sécurité de l'ONU, le groupe des 77 et le mouvement des non-alignés. Fidèle à ses principes, l'Algérie ne pourra plus faire partie de cette organisation. La page est définitivement tournée. Plusieurs tonnes de médicaments ont été envoyés à Tamanrasset et Borj Beji Mokhtar après l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme. Des équipes médicales devraient aussi être dépêchées sur place aujourd'hui pour une prise en charge optimale des cas recensés. Walid Yousfi. Ce sont pas moins de 6 tonnes de médicaments qui ont été envoyés à Tamanrasset pour renforcer la prise en charge des derniers cas recensés de diphtérie et de paludisme. Une cargaison qui sera répartie sur l'ensemble des établissements de santé de la région. Je tiens à remercier les autorités du pays, à leur tête le président de la République, pour cette initiative. Ces 6 tonnes de médicaments permettront de réduire la pression sur les établissements de santé. À peine arrivé à l'hôpital Mustafa Bardad, les médicaments sont tout de suite administrés aux patients du service des maladies infectieuses, priorité aux cas les plus urgents. Dans le cadre de la prise en charge effective des malades, nous avons pris un certain nombre de mesures, notamment la mobilisation des ressources humaines et matérielles. Dans ce laboratoire relevant du même hôpital, arrivent au fur et à mesure tous les prélèvements sanguins pour tests et analyses. 6 autres tonnes de médicaments et de fournitures ont aussi été envoyées hier à Borj Beji Mokhtar. Une seconde cargaison devrait arriver aujourd'hui en attendant l'arrivée d'équipes médicales pour prendre en charge au mieux les cas les plus urgents. Le point à présent sur la situation épidémiologique dans les wilayas du sud du pays suite à l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme. Une commission médicale composée d'épidémiologistes, d'immunologues, d'experts en vaccins et d'un corps paramédical composé de 14 agents de santé publique sont sur place pour appuyer les équipes médicales existantes sur le terrain. Notre envoyé spécial dépêché sur les lieux, Yamina Saïdji, nous fait le compte rendu. Cette mission a pour but d'évaluer la situation sanitaire avec un focus particulier sur l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme importés dans certaines wilayas de l'extrême sud du pays. Il y a de nombreux signalements de cas notamment de diphtérie. On est obligé, donc avec cet apport massif de médicaments, ça va rapidement effectivement rejoindre ce que vous dites, arriver vers une situation maîtrisé. Mais le nerf de la guerre, c'est le médicament. Et comme il est là, je suis confiant et pour que cette situation puisse se rétablir rapidement. Et d'ailleurs, depuis 2 jours, on a constaté au niveau de Ingezam une baisse du nombre de contaminations par la diphtérie. Les aides médicales désormais sur place permettront de soulager les établissements de santé locaux. L'équipe médicale est mobilisée pour suivre de près l'acheminement des médicaments vers les polycliniques et autres centres sanitaires.
Je remercie le président de la République ainsi que tout le staff médical chargé de venir en aide à la population de Ingezem pour cette initiative. Je remercie tous ceux qui ont veillé au bon déroulement de cette opération, à leur tête le président de la République qui nous a soutenus dans ces moments difficiles. Les médecins et la cargaison de médicaments vont vraiment nous aider afin de stopper la propagation de cette épidémie. En tout, ce sont 20 tonnes de médicaments et de matériel médical qui ont été acheminés vers les wilayas de Tamanrasset, Ingezem et Bojmeji Mokhtar, marquant un effort majeur pour contenir l'épidémie et protéger les populations locales. En application des instructions du président de la République concernant la prise en charge immédiate des personnes touchées par les inondations dans la wilaya de Béchar, des décisions de rénovation au profit de 300 sinistrés ont été distribuées pour la rénovation de leurs habitations. Houaria Karim et Marim Damis. À la suite des inondations qui ont récemment frappé la wilaya de Béchar et qui ont causé des dégâts considérables aux infrastructures de base et aux habitations, une grande solidarité s'est manifestée pour soutenir les sinistrés et alléger leurs souffrances. Nous remercions l'État algérien pour cette initiative. Nous avons subi d'importantes pertes matérielles et le Wali nous a accordé une aide qui pourrait nous permettre de rénover notre maison, ce qui représente également un soutien psychologique. L'État intensifie ses efforts pour fournir le soutien et l'assistance indispensable aux sinistrés en octroyant des décisions de rénovation au profit de 300 victimes. Des commissions ont été désignées au niveau de cette commune et nous avons commencé à distribuer les décisions au profit des sinistrés pour qu'ils puissent rénover leur habitation. La distribution des décisions d'attribution a débuté pour la rénovation des habitations des sinistrés touchés par les inondations. Conformément aux résolutions du récent Conseil des ministres, il a été décidé d'accélérer l'opération d'indemnisation des victimes. L'opération de distribution de l'aide se fera en plusieurs étapes et cela jusqu'à ce que toutes les habitations et les infrastructures endommagées soient recensées. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf a eu hier à New York des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues en marge des travaux du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies. Attaf a ainsi rencontré le ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, le ministre vénézuélien des Relations extérieures Ivan Gil Pinto, le ministre koweïtien des Affaires étrangères Abdulali El Yahya, le ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine Elmedin Konavovic, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiha et le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques John Bass. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a réitéré hier la position immuable de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne qu'elle n'a cesse de défendre au niveau du Conseil de sécurité. Encore une fois, Attaf a rappelé la responsabilité de ce Conseil de sécurité et l'urgence d'imposer un cessez-le-feu à l'entité sioniste qui continue à massacrer des civils innocents en Palestine. Commentaire Batia Armani. Lors de cette réunion qui intervient pour tenter d'éviter une éventuelle escalade au Moyen-Orient, l'Algérie, à travers son ministre des Affaires étrangères, a appelé le Conseil de sécurité à adopter une position stricte envers l'occupant sioniste et à respecter le droit international. Ahmed Attaf est revenu sur l'importance du rôle de ce Conseil de sécurité à faire face aux crimes sionistes. Nous sommes face aux répercussions catastrophiques qui en découlent de la passivité du Conseil de sécurité devant les atrocités commises par l'occupant sioniste et ses plans expansionnistes et destructeurs. La barbarie de ces crimes a atteint des seuils inhumains.
Ahmed Attaf a dénoncé l'impuissance de la communauté internationale à imposer un cessez-le-feu, mettant en garde contre l'escalade sioniste et ses répercussions sur la stabilité de toute la région. Le ministre des Affaires étrangères a appelé à trouver une solution durable à la question palestinienne en édifiant un État palestinien indépendant. Le Conseil de sécurité doit assumer la responsabilité juridique, politique, morale et humanitaire qui lui incombe face à l'horreur des crimes sionistes à l'encontre des Palestiniens et des autres peuples et pays de la région. Aucun manquement à cette responsabilité ne saurait être justifié. C'est une responsabilité imprescriptible qui ne peut aucunement être éludée. Cette instance centrale est dans l'incapacité de trouver les moyens de rendre justice au peuple palestinien et de faire valoir ses droits. L'initiative algérienne réaffirme l'engagement de l'Algérie à défendre les droits du peuple palestinien. Cette réunion permet de maintenir la pression sur l'occupant sioniste afin de trouver des solutions pacifiques à même de garantir la stabilité de la région. Des dizaines de nouveaux raids ont été menés ce matin au Liban par l'armée sioniste 2 jours après avoir tué le chef du mouvement de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en bombardant la banlieue sud de Beyrouth. Au moins 11 membres du personnel médical sont tombés en martyrs hier dans une série de frappes sionistes visant des établissements de santé. Un haut responsable du Hezbollah libanais, Nabil Kaouk, aurait été tué hier dans une frappe sioniste. Amel Borba. L'entité sioniste continue de bombarder le Liban pour le 7e jour consécutif avec des frappes aériennes qui ont fait au moins 1500 martyrs et plus de 2200 blessés, dont des femmes et des enfants et près d'1 million de déplacés. Durant les dernières 24 heures, l'occupation sioniste a multiplié ses raids sur plusieurs villes et villages du Liban, notamment la banlieue sud et la zone industrielle, ciblant des zones civiles près de l'aéroport international Rafiq Hariri de Beyrouth. Bilan, 33 martyrs et 195 blessés. D'autre part, au moins 11 membres du personnel médical sont tombés en martyrs hier dans une série de frappes aériennes sionistes visant des établissements de santé dans des villages au sud du Liban. L'intensification de ces frappes intervient au lendemain de l'assassinat du chef du mouvement de la résistance libanaise, Hassan Nasrallah, qui plonge la région dans l'inconnu. Un assassinat qui a suscité une vague de réactions et de condamnations de la communauté internationale qui redoute un embrasement régional. L'Iran a averti les dirigeants de l'entité sioniste que l'effusion de sang injuste, en particulier celle du leader de la résistance libanaise, entraînera leur destruction. La Russie a pour sa part condamné fermement un nouvel assassinat politique commis par les forces sionistes, affirmant que ces dernières portaient l'entière responsabilité des conséquences dramatiques de cet acte pour toute la région. La Chine s'est dite profondément inquiète de la situation au Proche-Orient, appelant à des mesures immédiates pour calmer la situation et empêcher le conflit de s'étendre davantage, voire de devenir hors de contrôle. Pour sa part, la Turquie a déclaré que le Liban et le peuple libanais sont la nouvelle cible de la politique de génocide et d'occupation, appelant à mettre fin aux tentatives de l'entité sioniste d'étendre sa politique insensée au Liban et à d'autres pays de la région. Mais malgré tous ces appels, l'occupation sioniste poursuit ses crimes odieux soutenus par des puissances occidentales, un mutisme qui confirme une fois de plus son mépris du droit international. Et dans la bande de Gaza, l'aviation sioniste a visé ce matin le quartier Tel El-Hawa au sud-est de l'enclave palestinienne. Les vedettes des forces navales sionistes ont également ciblé les côtes de Gaza. Par ailleurs, les forces sionistes ont procédé ce matin à l'arrestation de plusieurs jeunes palestiniens après l'assaut effectué au camp El-Ma'mari à Ramallah et El-Bira. Le Marzen éclaboussé par un nouveau scandale et non des moindres. Les Marocains se font auditionner par les services de renseignement sionistes chez eux. En effet, les passagers marocains de confession non juive désireux se rendre en Palestine occupée sont soumis aux interrogatoires du Mossad au niveau des aéroports marocains. Une mesure qui confirme que la royauté de Mohamed VI est devenue une colonie sioniste et les services du régime du Marzen, une succursale des services
services de renseignement sionistes. Le Makhzen est désormais dans l'incapacité de répondre aux préoccupations d'une société sous l'emprise de plusieurs problèmes sociaux. Le chômage gagne du terrain au Maroc, résultat d'une gouvernance qui tire le pays vers la décadence. Cette situation qualifiée de catastrophique pousse la jeunesse marocaine à braver les dangers de la mer au prix de leur vie. Badia Marli. Confronté à une grave crise multidimensionnelle, le Makhzen est désormais dans l'incapacité de répondre aux préoccupations d'une société sous l'emprise de plusieurs problèmes sociaux. Le chômage gagne du terrain au Maroc, résultat d'une gouvernance qui attire le pays vers la décadence. Cette situation qualifiée de catastrophique pousse la jeunesse marocaine à braver les dangers de la mer au prix de leur vie pour rallier l'autre rive de la Méditerranée. Matin et soir, des groupes de jeunes fuient leur pays par voie terrestre et maritime. Pour eux, tous les moyens sont bons pour fuir vers les villes espagnoles pour se débarrasser du diktat du régime du Makhzen. شناهي كاع نقولوا خدام ب 2000 درهم الشهر، اش غدير لي 2000 درهم الشهر؟ تخلص لي الكا، غتخلص لي الضو والماء. لا خدمه لا والو، غير الدار والدوران، بالليل تتبقى الدور في الزناقي، تتنعس تتفيق حتى الجوج، تتقلب باش تفطر والدينا قهرناو ب 100 درهم افرانك. خدموا ولاد الشعب راه ما عندهمش ولدي مراد باغي يخدم باغي يقضي شحال من حاجه باغي يتزوج. C'est cette situation catastrophique que vit la majorité du peuple marocain due à une minorité de personnes influentes du régime du Makhzen qui sert ses propres intérêts au détriment du peuple qui souffre de la pauvreté et du chômage dont les taux n'ont cessé d'augmenter d'année en année pour atteindre près de 50%, un chiffre qui donne froid dans le dos et a poussé à tirer la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. هادشي ما تكتبوش على عباد الله، راه ما كاينش حقوق الانسان كاين هنا. يهرسوا البوك الضلوع، هضرتي يهرسوا البوك الضلوع، دي حاجه باينه. راه حنا هادشي واحد الديكتاتوريه اللي كتمارس علينا حنايا، ما عندنا لا حق لا حتى شي حاجه. واش خوتي ما كتشوفوش هاد المشاكل اللي كنعانيو منها؟ نتوما راه خصكم وقفه احتجاجيه من طنجه قدك حتى للكوير باش تحبسوا هاد العبث هذا ديالكم وهاد الكذوب وهاد التخربيق. C'est là la réalité amère vécue par le peuple marocain au quotidien et que le régime du Makhzen tente d'occulter par tous les moyens. Un régime noyé dans la normalisation et dans la conspiration. C'est pour ces raisons, entre autres, que la rue ne décolère pas depuis 3 ans. Des manifestations sont organisées à longueur de journée, des semaines et des mois. Des manifestations dispersées par la police marocaine à coups de matraque. Une répression sauvage et des arrestations arbitraires. C'est à l'exemple de cette grève des étudiants en médecine, des syndicats et de toutes les personnes ayant participé à ce mouvement de protestation continue. نعبر فيه عن تضامننا المبدئي والمشروط مع زملائنا طلبة الطب بالرباط اللي تعرضوا يوم 25 شتنبر للقمع رهيب من طرف السلطات. كانوا اعتقالات، ضربوهم، الاباء حتى هما مشاو تعتقلوا باي ذنب، بالذنب انه خرجوا كيغوتوا على التكوين ديالهم، جوده التكوين. بعد القمع الذي تعرض له اخواننا وزملاؤنا في كليه الطب والصيدله بالرباط، نتاسف لما آلت اليه الاوضاع ونحمل كامل المسؤوليه الى الوزاره الوصيه وزاره التعليم العالي. Des revendications simples auxquelles la police marocaine a répondu avec une violence sans précédent envers une catégorie d'étudiants considérés comme une élite partout dans les autres sociétés à travers le monde. على الرغم من انه الطلبه كانوا متشبتين بالسياسه ديال الحوار وانه بقاو عقلانيين، يتم استفزازهم البارحه بواحد التدخلات امنيه عنيفه. المشاهد القاسيه اللي شفناها البارح، المشاهد اللي يعني تدمي القلب، ديال الضرب وديال الركل وديال الاعتقال ديال الطلبه وديال الطالبات ابرياء مسالمين. كيف غنطلعوا من الحافه؟ كانوا باغيين يقتلونا من الحافه، بغيت يحشوا معنا. Des images honteuses qui mettent à nu la situation des droits de l'homme et des libertés au Maroc. La situation risque de durer avec même une année blanche qui se profile à l'horizon pour les blouses blanches.
Tombée de rideau ce dimanche sur les 19e rencontres cinématographiques de Bjaya. Le film de Moussa Haddad, Boualem Zid El Goudem, était à l'affiche du programme de l'avant-dernier jour de ces rencontres. C'est une version numérisée étalonnée qui a été proposée au grand public. Mounia Gharbi nous en parle. C'est dans une salle comble que sera projetée la version numérisée du film Boualem Zid El Goudem, réalisé en 1980 par Moussa Haddad, avec la présence de l'auteur du film Slimane Ben Issa, entouré de l'un de ses producteurs, Ahmed Bjaoui, la directrice de l'Institut Goethe, Christiane Schult, et de Nabil Jedouani, fondateur des archives numériques du cinéma algérien. La copie a été numérisée en Allemagne avec le partenariat de l'Institut Goethe d'Alger, et ensuite on a étalonné le film. Ce n'est pas encore une version totalement restaurée, mais c'est un travail en cours. Le film est assez abîmé, mais avec l'étalonnage on a essayé de lui redonner des couleurs. Et le travail de restauration numérique de l'image et du son reste à venir. Ce film produit par la télévision algérienne a été adopté de la pièce éponyme de Slimane Ben Issa qui raconte une véritable traversée du désert de deux individus que tout sépare mais qui sont pourtant rassemblés au même endroit. Cette version sera retrouvée par hasard pour être numérisée avec la collaboration de l'Institut Goethe. Nous avons retrouvé cette copie de Boualem Zid El Goudem en Allemagne, plus précisément à l'Arsenal Berlin, qui est une sorte de cinémathèque. Le film avait été diffusé en 1980 au Forum de la Berlinale et la copie était restée là-bas. La numérisation faite reste encore à restaurer le film et protéger ainsi une archive, une œuvre, mais avant tout une mémoire. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.